Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on poursuit avec les bilans de cette saison MotoGP 2019. Je rappelle qu'on fait équipe par équipe et là on arrive à KTM. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, on a déjà fait Aprilia, Avintia, Ducati et Honda. C'était le dernier en date et donc là maintenant on attaque KTM. Oui, je n'ai pas changé de pull depuis Honda ni Ducati, ça s'appelle la magie de la télévision, la magie de YouTube, c'est incroyable. Alors, avec KTM, cette année, 5e du classement constructeur, avec 111 points. C'est 39 points de plus que l'année dernière, mais en termes de place au championnat, c'est pareil. C'est quand même leur meilleure saison. Et puis la meilleure saison également au classement par équipe. 8e avec 134 points. Là, ils gagnent une place dans ce classement. Et surtout, ils gagnent 45 points par rapport à l'année précédente. Malgré tout, je ne mets que 8 sur 20 à l'équipe. Pourquoi ? Eh bien, certes des progrès, mais c'est pas suffisant. Très clairement, ce n'est pas suffisant de la part de KTM. On les attendait quand même régulièrement dans le top 10 et ça n'a pas été le cas. On les attendait en potentialité de faire des top 5, voire des podiums. Ça n'a pas été le cas. Avec, je pense, un mauvais choix avec Zarco. Ils n'ont pas réussi à se mettre dans les mêmes dispositions. On sentait qu'il y avait vraiment des gros soucis très vite entre Zarco et KTM. Mais c'est surtout que KTM, on attendait quand même un peu mieux d'une grosse structure. Mais autant KTM a réussi très très vite en enduro, en cross, en rallye raid, autant en moto Grand Prix, ils avaient mis beaucoup de temps en 125, ils avaient mis beaucoup de temps en 250 avant d'être performants. En Moto 2, ils n'ont jamais vraiment réussi à être ultra performants. En Moto 3, ça a mis aussi un petit peu de temps. On a l'impression qu'en circuit, que sur les courses en circuit, ils ont toujours eu du mal, malgré une débauche de moyens incroyable. Parce que KTM, là encore, il y a d'énormes moyens qui sont mis en œuvre dans l'équipe MotoGP. Je crois que c'est surtout un problème de réflexion dans cette équipe, c'est-à-dire que la direction a une idée fixe sur ce qu'elle veut de la moto, c'est-à-dire elle veut une moto hyper puissante, qui allait très très vite en ligne droite. Par contre, ils ne prennent pas en compte l'avis des pilotes. Espargaro, j'ai envie de dire, il a modifié son pilotage et il est agressif comme jamais, mais il chute quand même énormément. Et Zarco, il a tenté de faire la même chose, mais c'était changé de tout au tout pour Johan Zarco. Il leur a dit plusieurs fois qu'il fallait changer beaucoup de choses sur la moto, et j'ai l'impression que quand même, à chaque fois chez KTM, c'est un peu la même chose depuis 2-3 ans, c'est-à-dire que les pilotes disent des choses, et pourtant on n'a pas l'impression d'avoir de retour par rapport à la moto. Eh bien, il s'est passé la même chose. Je pensais qu'avec Zarco, ça allait changer, qu'il y avait une mentalité qui était un peu différente, qui allait être mise dans l'équipe, et pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, c'est décevant par rapport aux moyens employés. C'est pour ça que je mets 8 sur 20, qui pour moi correspond à une note de déception. C'est pas catastrophique, sinon j'aurais mis une pire note, mais ça vaut pas beaucoup mieux qu'Avintia. J'avais mis 7 sur 20. On passe au duel en qualification et en course. Alors entre Pol Espargaro et Johan Zarco, on a un 12-1 pour Pol Espargaro en qualification. Pol Espargaro face à Mika Kallio, c'est 5-1, en sachant que le 1 pour Mika Kallio, c'est quand Pol Espargaro était blessé du côté de Aragon en course. 12-1 pour Pol Espargaro face à Zarco. Et puis en course, c'est Pol Espargaro qui mène 4-1 face à Mika Kallio, parce que là, je n'ai pas compté la course d'Aragon, mais j'aurais pu compter la course de Moto-Roland. On passe au premier pilote, c'est Pol Espargaro. J'ai mis 13 sur 20, que la même note que son frère, que Alex, qui est chez Aprilia. 11e du championnat avec 100 points, c'est plus 3 places et plus 49 points par rapport à l'année précédente. C'est sa meilleure saison depuis 2016 pour Pol Espargaro. Malgré tout, c'est pas simple, mais il fait avec ce qu'il a. La moto n'est pas évidente, donc il s'adapte à la moto, il donne vraiment le maximum, je crois, Pol Espargaro, et au niveau de l'abnégation, là, ça fait partie des pilotes qui, en termes d'abnégation, sont assez impressionnants. Il fait avec ce qu'il a. Il s'adapte à ce qu'il a. Il a un pilotage agressif parce que la moto demande d'avoir un pilotage agressif. Après,
Bon, Paul Espargaro, ça n'a jamais été un pilote qui était tendre avec ses motos. Là, c'est vrai que cette année, pourquoi je mets 13 ? Parce qu'il a eu une réelle opposition. Avant, c'était vraiment le leader, il n'y avait pas trop d'opposition. Là, techniquement, c'était pas le leader, c'était Zarco le leader. Et il a bouffé Zarco en termes de résultats. Ce qui est quand même pas anodin de réussir à manger Zarco comme il l'a fait cette année. Il a résisté en course et puis il a été très très bon en qualif. Voilà, il a été plusieurs fois en Q2 directement, plusieurs fois il s'est qualifié également de Q1 à Q2, il l'a fait une ou deux fois ça également, mais il a été souvent en Q2, donc là il y avait des progrès. Par contre en course, souvent des soucis en fin de Grand Prix avec les pneus, parce qu'il détruisait ses pneus. Donc ça c'est un peu la moto. Par contre on peut pas dire qu'il ne donne pas à fond. Alors, me souvenez de ce qu'il a fait à Valence là, sur le dernier Grand Prix avec en qualification où il fait un dérapage dans la dernière grande courbe là, qui emmène au dernier virage. Ça montre un pilote qui en veut, et c'est pour ça que je mettrai sur 20. C'est pas une bonne saison, parce que dans ce cas j'aurais mis 14, mais c'est pas une saison qui mérite un 11 ou un 10. Donc voilà, 13 sur 20. C'est, je trouve, la note idéale. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mais je le rappellerai à la fin de la vidéo. Pour Zarco, comme je vous l'ai dit, on fera une vidéo spéciale pour Johan Zarco. Ça sera la dernière vidéo, même, des bilans Moto Grand Prix. Donc on verra Johan Zarco, on dirait bien, super, je verrai plus sa gueule maintenant, jusqu'au mois de mars pour la Moto Grand Prix. Mais voilà, il y aura une vidéo spéciale parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour Johan Zarco, et pour éviter que cette vidéo dure 25 minutes, je préfère en parler à la fin. Donc on va parler de Mika Kallio, 7 sur 20 pour Mika Kallio, 26e avec 7 points, plus 1 point mais moins une place par rapport à l'année dernière, malgré 4 départs en plus en Grand Prix. Donc c'est là où pour moi c'est décevant. 0 top 10, 3 top 15. J'ai oublié de dire que pour Paul Espargaro, il y avait 5 top 10 et 17 top 15 pour le pilote espagnol. 7 sur 20 parce qu'il avait une chance en or de démontrer son potentiel et il n'a pas réussi à le prouver. Une chance en or parce que par exemple à Motor-Hollande, il n'y avait pas Paul Espargaro, et qu'ensuite Paul Espargaro se remettait quand même un petit peu de sa blessure. Il n'a pas réussi à montrer qu'il pouvait être un titulaire indiscutable dans l'équipe, et il se fait prendre sa place par un débutant, Brad Binder, parce qu'il a démontré plus de choses en Moto 2. Après, bon, est-ce que c'est un étonnement ? Non, je pense que Mika Kallio est limité en termes de talent. Ses saisons en Moto Grand Prix, quand il était chez Pramac, n'avaient pas été bonnes. Ses saisons en Moto 2 n'ont pas été non plus transcendantes, donc je crois que c'est juste la logique. C'est juste qu'il est un niveau en dessous de ce qu'on demande en Moto Grand Prix aujourd'hui, et donc c'est normal qu'il ne soit pas titularisé pour l'année prochaine, mais c'est quand même dommage parce qu'il avait une véritable chance en or. On passe aux enjeux 2020. Les enjeux 2020 pour KTM, progresser au niveau châssis, ça sera obligatoire. Et on espère que enfin, j'ai envie de dire, progresser au châssis, parce que on le dit depuis 3 ans, donc il faudra y arriver, rentrer régulièrement dans le top 10. Là aujourd'hui, ça devient une nécessité pour montrer aux sponsors et pour montrer à la direction que les investissements qui sont effectués en Moto Grand Prix ne sont pas vains. Faire des top 5, faire des podiums, je crois régulièrement faire des podiums. Et puis d'un côté Paul Espargaro, on garde une valeur sûre. Pour moi, l'arrivée de Binder, c'est une bonne chose. C'est un bon pilote, un pilote intelligent, un pilote mature, pilotage agressif, qui est très très bon moteur en point et qui est capable de faire vraiment de très très bonnes choses pour les jours à venir. En Moto Grand Prix, il a montré en Moto 2 sa capacité à mettre au point la moto, qui était une bouse en début de saison et qui s'est transformée en machine imbattable en fin d'année. Donc voilà, il est agressif, ce qu'il faut être pour piloter cette moto. Il a un pilotage qui est quand même très proche de celui de Paul Espargaro, j'ai l'impression. Il est bon metteur au point. C'est le pilote, je pense, idéal pour KTM, et c'est un beau choix. Je pense que c'est un excellent choix de la part du KTM. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas également, si vous êtes en train de vous la regarder et que nous sommes le 15 février alors que cette vidéo a été publiée au mois de décembre, de regarder la vidéo Johan Zarco.
voilà, qui parle également un petit peu de sa situation à KTM, avec KTM. Et puis surtout, si par contre vous regardez cette vidéo que nous sommes au début du mois de décembre, n'oubliez pas qu'à la fin du mois de décembre, il y aura une vidéo sur Johan Zarco. Puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires et à vous abonner pour faire monter ce compteur d'abonnés pour atteindre des niveaux stratosphériques, comme dirait Alexandre Voyant sur France Télé. Eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao.